Et voilà, c'est le grand craquage, la méga crise de nerfs. On le sait, désormais, nos primes vont exploser l'année prochaine, une fois de plus, une fois de trop, qui sait. Entre 9 et 10% dans la plupart des cantons romans. Avec un champion suisse genevois, vous serez heureux de payer votre assurance de base en moyenne 454 francs 40. Alors, pour supporter tout ça, ne lésinons surtout pas sur les benzodiazépines et autres nouvelles séances chez le psy. Parce que dans tous les cas, le Conseil fédéral l'a dit, on va prendre entre 15 et 20% de nouvelles augmentations minimum d'ici à 2030. Et quoi ? Eh bien rien. Pour l'instant, c'est la tétanie du côté de nos instances gouvernementales qui semblent avoir découvert hier le problème et surtout l'importance de notre ras-le-bol face à cette situation. Car oui, on veut être soignés toutes et tous, mais non, on ne veut plus être saignés. L'équation est-elle encore tenable ? Faut-il tout casser et laisser faire librement les acteurs du marché, comme le préconisent certains, ou au contraire, nous en remettre une bonne fois pour toutes à l'État ? Mais quel État ? Qui tient encore la barre dans ce bateau fou que semble être devenu le système de soins en Suisse ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités et invités ce soir autour de cette table et en duplex de Berne. Stéphane Meyerhans, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints malgré vos agendas très chargés. Stéphane Meyerhans, vous êtes le défenseur des consommateurs, monsieur surveillance des prix pour la Confédération. Et vous avez fait partie il y a quelques années d'un groupe d'experts internationaux qui a proposé des solutions pour maîtriser les coûts de la santé. À ce qu'on constate, vous n'avez pas été très entendu. Laurent Courde, bienvenue. Merci, bonsoir. Conseiller d'État neuchâtelois socialiste en charge de la santé pour quelques mois encore. Vous avez la gentillesse de nous avoir rejoints, vraiment très sympa, au pas de course ou plutôt de moteur. Sitôt terminé la présentation de votre budget annuel. Alors Neuchâtel à la peine, l'une des plus grosses hausses de primes maladie en Suisse pour la deuxième année consécutive, plus 9,8%, 20% en tout en 2 ans. Face à vous, Antoine Hubert, bienvenue. Bonjour. Merci aussi beaucoup d'être parmi nous. Alors vous êtes, Antoine Hubert, à la tête du groupe Swiss Medical Network, l'un des acteurs majeurs de l'hospitalier privé en Suisse. Vous possédez notamment la célébrissime clinique de Genelier dans le canton de Vaud et la Générale Beaulieu à Genève. Le libéral contre le socialiste, 2 visions qu'on va justement confronter ce soir et qui vont s'articuler tout au long de notre débat. Vous êtes d'ailleurs passablement affrontés, vous continuez de vous affronter par le passé sur la planification hospitalière justement à Neuchâtel, où vous possédez 2 établissements, l'un à Latchau, la clinique de Montbriand, et l'autre à Neuchâtel, l'hôpital de la Providence. Stéphanie Monod, bienvenue. Bonsoir. Vous serez peut-être notre arbitre des élégances ce soir, en tout cas l'experte du domaine santé autour de cette table. Vous êtes docteur en médecine, professeur à l'université de Lausanne et chef du département épidémiologie et système de santé à Unisanté. Et enfin, Mauro Poggia, bienvenue. Bonsoir. De moins loin, ministre de la Santé à Genève jusqu'à il y a quelques mois et aujourd'hui candidat MCG pour le Conseil des États. Et donc, Stéphane Meyerhans, je commence avec vous. La Fédération romande des consommateurs a publié hier, suite à l'annonce des primes qui explosent, un communiqué dans lequel elle exige tout d'abord le gel des primes pour 2024 sous forme de moratoire. Et 2, elle épingle aussi, très méchamment, notamment notre Parlement à droite et un peu aussi Alain Berset à gauche avec son département. Est-ce que nos représentants politiques jouent contre nous, Stéphane Meyerhans? Est-ce qu'ils jouent contre la population aujourd'hui dans le domaine de la santé? Je crois que les revendications de la FRC, c'est un peu un cri de douleur. C'est pour donner la voix au peuple, de dire on en a marre, c'est trop. Et évidemment aussi un essai de réveiller un peu les décideurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, mais qui n'ont pas été faites dans le passé. Et je crois que c'est quand même une sorte de sonnette d'alarme. Alors justement, sur les responsabilités politiques, Mauro Poggia, vous êtes resté presque aussi longtemps qu'Alain Berset, à la tête de la santé à Genève. On doit vous dire merci. Genève, en hausse des primes. On ne fait pas de la politique pour recevoir plus des forte, mais chère prime de Suisse. Il faut quand même savoir qui décide quoi.
la Constitution donne un mandat à la Confédération pour créer une assurance maladie, ce qu'elle a fait avec le principe de solidarité, le principe de mutualité. Je pense qu'effectivement, il faut maintenir ces bons principes et le caractère obligatoire de cette assurance. Par contre, on se rend compte que la LAMAL va bien au-delà. Elle impose finalement aux cantons des modèles d'organisation de leur système de santé, et les cantons essayent de manœuvrer dans la petite marge qui leur est laissée. Je dois dire qu'à Genève, nous avons fait ce que nous pouvions faire, nous le pensons. Nous sommes les premiers à avoir mis en place la clause du besoin avec des cris d'offret de nos médecins, on le sait bien. Nous avons aussi, dans le cadre de la planification, posé des exigences pendant presque 10 ans qui finalement ont été battus en brèche par le tribunal fédéral administratif qui a exigé que l'on ouvre les cliniques privées également aux patients et en plus que l'on mette l'hôpital public au même niveau que les cliniques privées, ce qui est problématique. On a malgré tout maintenu un principe du 1+1 pour qu'on évite finalement d'envoyer dans les cliniques privées tous les patients qui ont des assurances complémentaires avec une part à charge du canton. Donc avec cela, on a quand même réussi à maintenir les coûts. On a mis aussi des contrôles sur l'installation d'équipements lourds. Donc tout ce qu'on pouvait faire avec la petite marge de manœuvre que l'on avait, on l'a fait. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le Parlement fédéral, qui ne peut pas, ou qui ne veut pas plutôt, contrôler les coûts, essaye de contrôler les primes en transférant des charges sur les cantons, et les cantons se battent pour essayer, au contraire, de faire en sorte que l'on tape là où il faut taper, c'est-à-dire là où ça coûte cher, avec un système qui contrôle la quantité et pas la qualité. Laurent Courte, quelle part justement de la responsabilité vous prenez dans les primes qui seront celles à Neuchâtel? C'est évidemment une question essentielle quand la population voit que ce pays compte 27 ministres de la Santé, 26 cantons plus M. Berset. Et les 27 sont réputés aujourd'hui incapables de piloter ce système. Alors soit on a 27 incompétents, soit on a un problème de système. Et je pense qu'on a vraiment un problème de système, c'est-à-dire comme vient de l'évoquer mon ex-collègue M. Poggia, au fond on a construit une architecture qui fait que via une loi d'assurance maladie, donc une loi d'assurance sociale, on a restreint la possibilité des gouvernements cantonaux de piloter le système, alors même que c'est un système qui doit être piloté. Il est financé par des prélèvements obligatoires tous les mois de la part de tous les citoyens. Et on n'a pas, parce que l'organisation du système de santé au nom du fédéralisme ne permet pas de transférer les compétences au niveau fédéral, on n'a pas donné de pouvoir non plus à l'exécutif fédéral. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a 27 gouvernements dans ce pays qui ne peuvent pas exercer les compétences exécutives pour piloter le système. Et ça produit le fait qu'on a une consommation effrénée de prestations dans des domaines où ce n'est pas toujours utile, des droits de la part des prestataires qui sont mieux défendus et souvent plus importants que les droits de ceux qui payent et de ceux qui reçoivent la prestation. D'ailleurs, moi, j'observe que toutes les procédures judiciaires que j'ai dans mon canton vis-à-vis du système, dans le système de santé, c'est vis-à-vis des acteurs du système de santé qui fournissent des prestations, quasiment jamais les patients. Donc, on a instauré un renversement complet de logique où les prestataires ont des droits, les patients de moins en moins, les payeurs de primes aucun, et les gouvernements aucun pouvoir pour réguler ça. Et c'est ça qu'il faut changer. Après, on aura une liste de 50 mesures qu'on peut prendre. Mais qui peut les prendre? Aujourd'hui, le système nous a rendus impuissants à prendre ces mesures et il faut changer ça en redonnant des compétences claires au gouvernement fédéral, cantonaux, pour qu'on puisse piloter ce système dont je dis encore une fois, il est financé par des prélèvements obligatoires prélevés chaque mois auprès de chaque citoyen de ce pays. Alors, dans l'autoflagellation, justement, Antoine Hubert, quelle part vous preniez? Ce matin, on entendait, justement, à la matinale de la RTS, on entendait un assureur qui disait qu'en Suisse, l'orthopédie, il y a 2 fois plus d'opérations du genou que partout ailleurs. On sait que l'orthopédie, c'est la cash machine pour les cliniques privées, pas seulement la vôtre, le groupe Hirslanden, etc. Est-ce que ça, justement, il n'y a pas un abus là-dessus? C'est la cash machine pour les hôpitaux publics aussi. Donc c'est vrai que l'orthopédie, les césariennes, il y a toute une série d'actes médicaux qui rapportent à tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et qui en plus amènent du confort. Pour parler de la césarienne, ça amène du confort parce que le médecin peut venir faire l'accouchement le mercredi puis partir au chalet le jeudi. Donc ça arrange bien tout le monde. Et c'est le problème d'un pays riche. Moi, je pense que le problème est ailleurs, il est dans l'architecture du système. Il n'est pas politique,
il est dans l'architecture du système, on est dans le seul système économique où il y a une relation triangulaire finalement, où finalement vous avez l'individu qui va payer des primes et des impôts alors les impôts, il les paye pour toute l'infrastructure publique, mais les primes, il les paye entre guillemets pour rien, parce qu'il les paye au cas où. Mais il n'a aucune prestation en retour pendant toute la durée où il est en bonne santé. Il paye des primes, il paye des primes, il paye des primes. Puis soudain, il a un problème de santé. Et évidemment, avec tout ce qu'il a payé, il va agir de manière compulsive, parce qu'il a été frustré pendant, dans le meilleur des cas, peut-être 60 ans. J'ai payé des primes, je n'ai pas été malade. Et donc, tout d'un coup, il me faut avoir tout à portée de main, un hôpital à côté de chez moi, et il faut que j'ai tout ça gratuitement. Et c'est finalement la seule activité où on n'a pas de relation directe entre le prestataire et le client, on a cette relation indirecte. Si je donne de l'eau du robinet ou de l'eau minérale à mon patient, je ne vais pas toucher un franc de plus de la part de l'assurance, parce qu'on touche un forfait. Et donc, je ne peux pas finalement faire valoir ma plus-value auprès du patient. Donc, pour moi, ça, c'est le péché originel, c'est cette triangulation. Alors, et le seul moyen de le corriger, le seul moyen de le corriger, c'est de changer les flux financiers pour remplacer un paiement à l'acte par un paiement par capitation, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, où en fait, on a un budget pour gérer la santé des gens, et donc on va s'occuper des gens. On va y venir au modèle de l'ARC, mais j'aimerais faire réagir Laurent Courte, parce que justement vous avez essayé de freiner votre travail justement en orthopédie. Vous avez essayé d'empêcher qu'il y ait un doublon entre l'hôpital de Neuchâtel justement et les cliniques de Monsieur Hubert, et vous aviez mesuré le coût que ça aurait pu économiser au canton. Je ne pourrais pas articuler de chiffres aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que dans toutes ces prestations électives, l'orthopédie en est une, ça a été dit, il y en a bien d'autres. On a non seulement le patient malade psychiatrique frustré pendant 60 ans, tel que le décrit M. Hubert, mais on a aussi, de manière compulsive, des offreurs de prestations qui gagnent leur vie. Plus ils offrent, plus ils gagnent. Et donc, on a là une difficulté réelle, ce qui veut dire qu'on a comme responsabilité, comme gouvernant, de dire bon, comment est-ce qu'on arrive à limiter ces quantités pour qu'on se concentre sur les prestations qui sont vraiment utiles avec des indications de santé les plus précises et les plus pertinentes possibles. On a voulu limiter ces quantités et on a fini devant les tribunaux, effectivement, avec des acteurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui disent « moi, j'ai le droit de prester ». C'est pas je défends l'intérêt de mon patient ou j'ai un diagnostic qui est clair. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être sur la liste. J'ai le droit de fournir des prestations. Vous n'avez pas le droit de me limiter. C'est 6 ans de procédure judiciaire. À la fin, on a un résultat qui est un peu nuancé. Vous avez raison ici, mais un peu tort là. Et donc, on se remet à table et on fait 2 ans de discussion. Et on finit par faire des concessions qui ne sont pas idéales. Mais donc on ne peut pas faire de planification hospitalière, parce qu'on dit qu'il y a trop d'hôpitaux, trop de doublons, etc. Mais ça, on ne peut pas le faire légalement. À chaque fois qu'on essaye de le faire, je vous dis, moi j'ai essayé en 2015, on a pris des décisions au niveau du gouvernement de Châtellerault. J'ai eu une réponse des tribunaux en 2021 et je viens de signer une convention qui est la paix des braves avec M. Hubert et ses représentants pour dire, bon, on arrête la guerre et puis on essaye de faire des choses de manière un peu équilibrée. Franchement, ce n'est pas le modèle que j'aurais défendu dans l'idéal, mais que je suis obligé de faire si je ne veux pas passer mon temps à faire des procédures. Ouais. Et c'est ce que je disais. Aujourd'hui, les prestataires ont plus de droits que les patients. Alors, Stéphanie Menot, il y a une autre catégorie de lobbyistes qui était un tout petit peu épargnée jusque-là et qui, aujourd'hui, est un petit peu dans l'œil du viseur. On a l'impression depuis hier, c'est les médecins en cabinet qui ils sont nommés comme 5% d'augmentation des coûts leur sont dus l'année passée. Est-ce que, pour parler franchement, justement, les médecins installés, le médecin libéral, un peu totem comme ça, est un abuseur de la population ? Je crois que ça a déjà été dit 3 fois. On est dans un système de santé, c'est une construction sociale, en fait. Et cette construction sociale, elle s'est faite au cours du siècle passé, avec à peu près les mêmes lobbies qu'on a aujourd'hui, des caisses maladie d'un côté, des médecins assez jaloux de leur indépendance et de leur capacité à pouvoir facturer de l'autre. Et puis tout ça s'est emballé dans un siècle où, avec le progrès, finalement, avec aussi des souhaits de la société de pouvoir toujours avoir plus, on s'est emballé et on a perdu de vue aujourd'hui
la question de la vision, et c'est pour ça qu'il faut reposer sérieusement la question et à la société, en débat de société, qu'est-ce qu'on veut comme système de santé? Parce qu'il y a une espèce de grand leurre qui est de penser qu'on va pouvoir tout se payer à n'importe quel prix pour tout le monde ces 20 à 30 prochaines années. On est face à une équation insoluble et on doit absolument s'arrêter pour justement pas perdre notre temps dans des micro-débats qui règlent à peu près rien du tout, mais qui occupent le Parlement et qui occupent tous les parties prenantes, alors qu'au fond, on doit se reposer la question, c'est quoi le degré de justice sociale qu'on veut dans une société? Est-ce qu'on veut une médecine à 2, 3, 4 vitesses? Est-ce qu'on veut admettre qu'au fond, on n'assurera plus tout le monde, parce que finalement, on n'assurera que les riches? Quel est le degré de régionalisation qu'on veut ou pas? Et ça, c'est le rapport entre la Confédération et les cantons. Mais ce débat-là, il doit absolument survenir, parce que toutes les recettes, et puis il va y avoir plein d'idées ces prochains temps, toutes les recettes qui vont arriver sont des micro-choses dans le système. Cela dit, avant d'interroger justement Stéphane Meyer-Hans sur quel système on devrait avoir, enfin, je veux dire, si on a d'être dans une approche beaucoup plus libérale ou beaucoup plus étatiste, mais c'est drôle, la corrélation quand même entre le nombre de spécialistes et la prime maladie à Genève et Bâle, qui ont les 2 primes les plus chères de Suisse, on a le double de spécialistes de la moyenne suisse. Hein. Et on voit qu'effectivement, dans le Jura ou en Valais, on peut le chercher longtemps, le spécialiste dans le Jura, les primes sont 100 francs moins chères. Donc il y a une vraie corrélation établie entre ces coûts et... Oui. Mais justement, Stéphane Meyer-Hans, c'est ce qu'on est dans l'échec d'un système trop libéral, ou au contraire, on a essayé de trafiquer avec des pouvoirs publics qui étaient incapables et qu'il faudrait au contraire libéraliser justement ce marché? Mais moi, je crois le système qu'on a aujourd'hui, c'est que la quantité paye et la qualité ne paye pas. La santé, elle joue finalement aucun rôle parce que c'est le plus on fait, le plus on peut gagner. Mais il y a des incitatives erronées dans tout le système et des responsabilités aussi qui sont diluées. Par exemple, les cantons, M. Court, tout à l'heure, il a parlé du canton de Neuchâtel et les hôpitaux, mais les gouvernements cantonaux, en même temps, ils sont là pour fixer la tarification hospitalière. Donc, ils sont une autorité qui doivent vérifier les tarifs et en même temps, ils sont très souvent aussi les propriétaires et donc employeurs vis-à-vis des gens qui travaillent dans ces hôpitaux. Et ça, c'est des doubles casquettes qui sont, pour le dire d'une manière diplomatique, c'est en tout cas questionnable, c'est quelque chose qui est difficile. Et je crois qu'il faut réfléchir aussi par rapport à ces responsabilités. Aujourd'hui, la fêtière Santé Suisse, M. Landolt, le président, il a dit dans une interview à la NZZ qu'il veut faire une initiative populaire l'année prochaine pour enlever la planification hospitalière au canton parce que justement, ils ont cette double casquette aussi en étant propriétaires des hôpitaux. Et c'est peut-être aussi dans cette direction-là qu'on doit chercher une part de la solution au problème. Ouais, gouvernance, alors après je vous fais réagir. Gouvernance au canton ou à la Confédération? Ce n'est pas tout à fait le débat ce soir, mais je ne peux pas laisser passer ça en particulier de la part d'un fonctionnaire de l'État. On défend son boudrin. Le rôle de l'État, c'est de faire des équilibres. On n'a pas des intérêts à défendre, on a à faire des équilibres au profit de la population neuchâteloise. Ce que dit M. Meyer-Hans, c'est comme si on interdisait à toute collectivité publique d'être propriétaire de ces bâtiments sous prétexte qu'elle est aussi autorité d'aménagement du territoire. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de gérer justement dans les cantons ou bien est-ce qu'il faut justement vous mettre sous tutelle de la Confédération? Les prérogatives pour prendre des décisions dans le sens de l'intérêt commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On nous a retiré les outils. Mais ça n'est pas le problème qu'évoque M. Meyer-Hans, qui est vraiment le fruit d'une mécompréhension crasse du rôle institutionnel des élus dans un canton et dans un gouvernement. À part ça, il y a un sujet qu'il faut quand même qu'on débatte. On a une population de 80 ans et plus qui va doubler dans les... Alors on va y venir au vieillissement. On y vient plus tard, On y vient plus tard au vieillissement, mais justement, Antoine Hubert, est-ce que vous êtes en train de monter le projet de l'Arc avec le canton de Berne, justement. Est-ce que ce n'est pas l'admission aussi que le système libéral, ma foi, il a ses limites aujourd'hui et qu'il faut revenir à quelque chose, en tout cas, à tout le moins, un partenariat public-privé? Bon, alors, le système de santé a cessé d'être libéral en 1995. Hein. Il était libéral jusqu'en 1995. Avec l'introduction de la LAMAL, c'est devenu un système hybride,
qui est moitié libéral, moitié social, et tout ce qui est hybride ne fonctionne pas. Donc moi, je peux aussi me mettre dans la peau d'un socialiste. Je l'étais quand j'étais apprenti électricien et que je gagnais 1 franc de l'heure. Donc pour vous, il faudrait être plus libéral ou plus socialiste aujourd'hui? Soit on planifie et c'est l'État qui fait tout, soit on ne planifie pas et l'État agit à titre subsidiaire pour combler les trous. Et selon vous, il faudrait aller dans quel sens? Alors aujourd'hui, je suis de ce côté de la table, donc je vais dire que je suis pour le libéralisme. Mais je veux dire, les deux points de vue se défendent. Je veux dire, c'est pas que. Mais qu'est-ce que vous avez modéré, Antoine Hubert? La France, qui est un État communiste, fonctionne très bien. Enfin, fonctionne pour le moment. On verra. Je veux juste quand même corriger 2-3 choses. D'abord, il n'y a pas 27 ministres de la Santé, il y en a 26, parce qu'en Turgovie, il n'y a pas de département de la Santé. L'hôpital dépend du département des Finances. Super. Et puis, c'est une société anonyme qui s'appelle Turmed Group AG, qui n'est pas seulement active sur le canton de Turgovie, mais qui s'étend aussi dans le canton des Grisons, etc., et qui verse un dividende au canton de Turgovie chaque année. Donc, c'est un hôpital public qui fonctionne très bien. La population turgovienne est satisfaite et ça fonctionne. Donc un hôpital public fonctionne bien pour autant qu'il soit privatisé? Non, non, il n'est pas privatisé, il appartient 100% au canton, mais il fonctionne avec des règles de gouvernance. Prenez l'exemple des banques, vous êtes peut-être trop jeune, mais à l'époque, on avait une célèbre banque ici à Genève qui s'appelait la Banque cantonale de Genève, et puis dont les politiciens avaient les mains dedans, et la caisse d'épargne, les politiciens avaient les mains dedans. On faisait les crédits en fonction du parcours politique du débiteur, et ça a mené toutes les banques cantonales quasiment à la faillite, jusqu'à ce qu'il y ait la Sparrenleikas qui ait fait faillite, qu'on mette des règles identiques pour les banques cantonales et les banques. Et aujourd'hui, les banques cantonales sont les meilleures banques de Suisse. Les banques cantonales sont les meilleures banques de Suisse, mais elles sont gérées comme des entreprises. Donc, ce n'est pas un problème privé-public, c'est un problème de gouvernance. Et effectivement, quand le ministre a la casquette de régulateur, la casquette d'employeur, la casquette d'opérateur, ça lui fait beaucoup de casquettes. Donc, c'est difficile à prendre des décisions dans cette situation-là. J'aimerais pas être dans cette situation. Alors, j'aimerais questionner Stéphane Meyer-Hans. Justement, qu'est-ce qui explique qu'il y ait une telle différence de coûts, enfin, de maîtrise des coûts entre la Suisse alémanique et la Suisse romande? On voit que même Zurich paye 100 francs de moins que Genève et même Bâle, parce que Bâle c'est l'exception, ses primes maladie. Qu'est-ce qui fait qu'en Suisse alémanique, on arrive justement à contrôler ces coûts, à votre avis? Alors moi, j'ai grandi juste à côté du canton de l'Appenzell-Rhodes intérieur. Et là, c'est vrai que la mentalité est très différente. C'est aussi là, je crois, l'augmentation est de 6,5% cette année. Appenzell-Rhodes intérieur et la population là, ils vont peut-être d'abord chez un guérisseur avant d'aller à l'hôpital. Mais ça, on peut pas s'attendre de tout le monde. Et il y a peut-être. À Zurich, je pense pas qu'ils vont chez le guérisseur. Bien. Mais je crois que d'un côté, c'est certainement une question de mentalité. Ça, c'est aussi, ça joue certainement un rôle. Mais je crois, deuxièmement, c'est aussi scientifiquement prouvé que l'offre crée la demande. Et si vous avez beaucoup d'offres, ça crée beaucoup plus de demandes. Et en plus, il y a Zurich, c'est un canton très riche où on imagine qu'il y a effectivement beaucoup de spécialistes, beaucoup d'offres et des gens qui peuvent se la payer. Et néanmoins, Zurich reste justement en dessous, largement en dessous de Genève, par exemple, en termes de primes. Alors, écoutez, ça, pour les vrais détails et pour des études scientifiques et sociologiques par rapport à ça, je ne peux pas vous donner une réponse, mais je pense que ce qui est vrai, notamment quand on pense, et c'est M. Podja qui sait peut-être plus, quand on est très proche de la frontière avec une langue qui est identique, on a aussi vu ça avec les problèmes d'admission dans beaucoup de spécialistes de France qui sont venus s'installer en Suisse. Et cette offre, je pense, mais je me tourne vers M. Podja, mais je crois que tout simplement, ça crée aussi une demande. Et juste, permettez-moi encore cette remarque, il y a une étude qui a été publiée par l'Office fédéral de la santé publique. On a regardé des gens qui ont une assurance complémentaire, semi-privée, privée,
est-ce qu'ils sont plus souvent opérés que des gens qui sont seulement en caisse générale? Et puis là, il y a une différence d'environ 20%, ça dépend un peu de l'intervention, mais notamment dans le domaine de l'orthopédie, où on les opère plus. Et ça, c'est quand même une indication que là, les réflexions monétaires jouent aussi un rôle, notamment quand on décide est-ce qu'on veut ou non opérer une personne, notamment quand elle a une complémentaire, financièrement, elle est plus attrayante que quelqu'un en division commune. Vous avez ce type de réflexe. Vous regardez d'abord l'assurance, puis après vous décidez si l'intervention est pertinente. La Suisse. Non, ça c'est le médecin qui regarde. À l'exception de Genève ou Vaud, mais quelles sont les indications? On n'est pas sur les listes hospitalières, donc on travaille avec une majorité d'assurances complémentaires. Dans les autres cantons, on a entre 10 et 30% d'assurés complémentaires. Le reste, c'est des assurés de base. Mais c'est sûr que l'orthopédie, je veux dire, je l'ai vécu moi-même, j'avais mal aux pieds, j'ai été voir 3 de mes orthopédistes, 2 voulaient m'opérer, le 3e qui était débordé m'a dit « essaye de changer de soulier », j'ai changé de soulier, j'ai plus mal aux pieds. Donc, mais c'est évident. Non, mais je veux dire, c'est évident. Et c'est pour ça que je veux dire, pour moi, le débat public-privé, baisser les tarifs, d'abord l'existence des tarifs est déjà un problème, parce que le tarif, finalement, ça casse la concurrence. Il n'y a plus de concurrence, tout le monde travaille au même tarif. Si je vous fais un IRM avec un vieil IRM qui date de 1980 ou un IRM qui est dernière génération, je touche le même remboursement de la caisse maladie. Donc, je veux dire, le fait d'avoir des tarifs, nous, on a baissé nos tarifs en 2017, on a baissé nos tarifs hospitaliers, ce qui fait qu'on était les moins chers, les Bézerettes les moins chers de Suisse, dans tous les cantons, on était sur les listes hospitalières. En réaction à ça, M. Courte a fait une planification qui nous enlevait la néphrologie, je ne parle pas d'orthopédie. Oui. Non, mais laissez-moi répondre maintenant. Il nous enlevait la néphrologie, alors que la néphrologie était une mission depuis 30 ans de l'hôpital de la Providence, avec une planification qui allait de 417 cas jusqu'à 7 cas en 2022. Voilà. Et c'est là-dessus surtout qu'on s'est battu, c'est qu'on était les seuls à offrir de la néphrologie à la satisfaction générale de la population, avec un base rate moins cher, mais le dogme étatique fait que l'hôpital cantonal doit faire tout, donc on ouvre un département de néphrologie. Maintenant, il y a 2 départements de néphrologie dans le canton de Neuchâtel, à la Providence et à l'hôpital, qui ne se font pas concurrence puisque c'est des tarifs qui sont... et puis, malgré le fait qu'on a un base rate plus bas, on n'a pas plus de patients que de l'autre côté. Et donc, voilà le problème. Voilà le problème d'une mixité entre un système libéral et un système social, et qui fait que la concurrence n'a jamais joué, en réalité. Vous pouvez baisser vos tarifs, vous n'avez pas plus de clients. Alors que si vous prenez les 3 médecines qui ne sont pas réglementées, c'est-à-dire... La chirurgie, attendez, il faut qu'on conclue cette première partie. Laissez-moi finir ma phrase. Vous prenez la médecine, donc la réfractive, donc correction des défauts de vision, c'est pas réglementé. Les prix ont été divisés par 6 les 10 dernières années. La médecine dentaire, c'est pas réglementé. Les prix ont été divisés également, peut-être pas par 6, mais en tout cas par 3. Et puis tout ce qui est chirurgie esthétique qui n'est pas remboursé, les prix sont également descendus au moins 5 fois. Ça a été au moins divisé par 5, le prix des interventions. Donc on voit très bien que soit on est complètement libéral, soit on est complètement étatiste. Alors on va y revenir justement à ces catalogues de prestations et aux efforts qu'on peut faire et à la réponse de M. Courte. Est-ce que vous êtes trop dogmatique et socialiste, voire communiste? Et à quel coût? Ça sera juste après la pause. On se retrouve très vite. Le point de retour, la crise autour des hausses de primes maladie. On continue d'en parler et justement, ce sera le droit de réponse de Laurent Courte, qui était accusé par Antoine Hubert de faire du dogmatisme socialiste à Neuchâtel et justement d'avoir augmenté, justement à double nez, au contraire, la néphrologie notamment. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'était une vision un peu caricaturale, mais l'intervention de M. Hubert est un bon exemple vraiment de cette différence, si on est sur une logique complètement libérale, de ce que ça produit. Vous avez cité, M. Hubert, la question de la médecine dentaire, en disant c'est la seule qui n'est pas réglementée, les prix ont baissé. C'est aussi le domaine dans lequel on a le plus de barrières dans l'accès aux soins. Et ça me permet de dire on a un acquis dans notre pays qui est énorme,
c'est un large catalogue de prestations qui est accessible normalement encore à peu près à chacun, indépendamment de son état de santé, de son âge et son niveau de revenu. Et ça, c'est un acquis extrêmement important. Et vous citez les dents, justement. Est-ce qu'on a réellement aujourd'hui acquis, enfin, on a aujourd'hui, on n'a pas ça pour la médecine dentaire parce qu'elle n'est pas couverte par l'assurance maladie. Qui peut avoir des incidences sur notre santé. Donc, est-ce qu'on est vraiment déjà dans un système à deux vitesses? Alors, pour les dents, bien sûr, et c'est la démonstration de là où mènerait l'approche libérale. C'est-à-dire que si vous libéralisez ça, vous perdez ces acquis de l'assurance maladie qui fait que vous avez, pour les autres prestations, celles qui sont couvertes par l'assurance obligatoire, accès aux prestations, quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit votre niveau de santé, quel que soit votre âge. Et ça, on a toute une série d'acteurs qui ont intérêt à ce qu'on remette ça en question. Les cliniques privées, les assurances ont un intérêt à ce qu'on réduise le catalogue de prestations pour pouvoir repasser par des conventions privées libérales, sans contrôle de l'État, avec des tarifs qui se font dans la plus grande concurrence, mais qui vont exclure une part importante de la population. Et à ça, j'oppose effectivement une vision beaucoup plus collective. Pas parce que je suis socialiste, communiste, soviétique, pourra peut-être dire M. Hubert, mais simplement parce que je crois que sur la santé, c'est un bien public essentiel qui justifie qu'on ait cette absence de discrimination et ce large accès aux prestations. Après, on a un deuxième facteur, c'est celui de la régulation. On l'a évoqué tout à l'heure, il faut que des gens soient investis du pouvoir de réguler. Puis le troisième, vous allez aborder tout à l'heure, c'est celui de la gouvernance et le financement. Mais justement, sur la question Mauro Poggia, de est-ce que la Suisse aujourd'hui est assez riche, justement, pour qu'on puisse tout payer à tout le monde? Écoutez, la question, on va en parler, c'est le financement. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, si vous faites une votation populaire, les gens sont attachés à l'accès aux soins de qualité que nous avons. Si on commence à mettre en place un système qui va réduire le catalogue des prestations pour ramener l'assurance de base vraiment à un minimum, avec la possibilité, pour ceux qui ont les moyens, de s'offrir des assurances complémentaires. Je soupçonne quand même les assureurs de souhaiter ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, les assureurs ne peuvent pas faire un sou de bénéfice avec l'assurance de base. Toutes les années, ils se font engueuler, passez-moi l'expression, par tout le monde, et pourtant, ils continuent à le faire. Donc, on se rend bien compte que le fait de donner aux mêmes mains l'assurance sociale et des assurances complémentaires permet des mélanges de genres incestueux, dangereux, et qui, avec lucratifs bien sûr, avec des passerelles comptables qui parfois aboutissent sur des scandales, puis ensuite on n'en parle plus. Je pense que celui qui fait de l'assurance sociale ne doit faire que de l'assurance sociale si on décide de garder le système actuel, et ceux qui font des complémentaires font des complémentaires, et là ils peuvent faire de l'argent et verser des dividendes à leurs actionnaires. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'avant, on a parlé beaucoup, évidemment, des coûts. Il ne faut pas oublier non plus qu'avant de parler du financement, que les réserves ont quand même diminué de 3,5 milliards tout récemment. Et on est en train de reconstituer aussi ces réserves. Elles ont diminué, pourquoi? Parce qu'il y a 1,5 milliard qui a été perdu en bourse, d'accord? Si on avait un autre système avec des cantons garants, avec des caisses de compensation cantonales... À d'autres moments, elles ont gagné, hein, les assurances. Je ne vais pas les défendre, mais il y a des années où elles ont beaucoup gagné. On n'a pas à jouer à la roulette, qu'on gagne ou qu'on perde. Chaque franc doit servir... Vous dites qu'en fait, dans les coûts de primes qu'on va payer l'année prochaine, il y a aussi les erreurs de gestion... La reconstitution d'1,5 milliard de réserves perdues en bourse. Des assurances. Et ce n'est pas acceptable. Et l'autre milliard, ce n'est pas 1,5 milliard, c'est 1,750 milliards. Et puis le même montant, 1,750 milliards, c'est la conséquence de l'imprévisibilité des recettes de primes, puisqu'on incite les gens à changer de caisse pour aller vers la meilleure marché en leur faisant croire qu'ils sont dans l'océan alors qu'ils sont dans un aquarium et qu'ils sont en train d'aller d'un coin à l'autre de l'aquarium. Et ces gens qui sont allés vers des caisses meilleur marché ont réduit les encaissements de l'ensemble des caisses de 1,750 milliard qu'il va falloir trouver ailleurs. Et alors que nous avons fait des réserves qui sont allés dans un pot commun qui est une réserve fédérale, ce ne sont même pas ceux qui ont trop payé qui récupèrent d'une certaine manière ce qu'ils ont trop payé, ou qui, s'ils n'ont pas trop payé, récupèrent ce qu'ils n'ont pas payé assez. Non, quand il y a des réserves qui vont directement parce qu'il y a un trop perçu, on n'appelle pas de bénéfice, mais un trop perçu en fin d'année, ça va dans les réserves, dans un gros pot commun. Donc quand vous me dites pourquoi certains payent moins, pourquoi certains payent plus, eh bien,
il y a des primes qui ont été, il faut le dire, gardées artificiellement basses pendant des années grâce aux trop versés par certains cantons. Genève et Vaud en font partie. Je ne reviens pas sur le scandale d'il y a quelques années où on a finalement rétrocédé que la moitié de ce qui avait été trop versé. Donc une caisse unique, Stéphanie Monod, ça serait la solution. Pas forcément unique fédérale. Hein. C'est ça. C'est plébiscité d'ailleurs par la population. Hein. Même l'électorat PLR, même l'électorat UDC dans les sondages. Enfin, il vaut ce qu'il vaut, un sondage Watson qui montre que, effectivement, même à droite, on en appelle là à l'État, en l'occurrence, pour plus de transparence, pour plus de clarté. En tout cas, le principe d'une caisse unique fait que celui qui gouverne cette caisse, d'abord, il sera intéressé à maintenir sa population dans le meilleur état de santé possible. Donc, enfin, il va être investi dans des éléments de promotion de santé, de prévention. Ce qu'aujourd'hui n'est pas le cas, puisque chaque année, on peut changer de caisse. Donc, en fait, les assureurs, ils ont un pool disons, d'assurés, et puis l'année suivante, un autre. Quel est l'intérêt? Personne dans ce pays n'a intérêt à faire de la promotion de santé et de la prévention. Donc ça c'est un vrai problème. Personne dans ce système n'a intérêt à faire une meilleure trajectoire de soins. Mais ça, c'est le projet de l'ARC. Mais pas forcément. Hubert va justement... Disons, il faut arrêter de dire qu'il n'y a que l'ARC qui... Alors, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez justement du projet de l'ARC? Toute initiative est bonne à prendre. Toute initiative est bonne à prendre. Ce que je revendique, moi, et ça a été plusieurs fois thématisé jusqu'ici, on n'a pas du tout d'informations sur... Même M. Pry n'a pas pu répondre tout à l'heure en disant finalement, c'est quoi les causes des coûts dans les différents cantons? Pourquoi? Moi, j'ai regardé ça hier. Les dernières données disponibles qui avaient été obtenues sous contrôle du Conseil fédéral dans un bunker de l'armée en 2006, qui étaient toutes les données des assureurs à l'époque, qui avait été un chemin de 2 à 3 ans pour obtenir ces données et faire enfin des analyses sur la question des coûts, sur la question des performances, que ce soit dans le domaine hospitalier, dans le domaine ambulatoire, etc., avec toutes les données des assureurs, on n'a jamais pu retrouver ces poules de données. En Suisse, on navigue totalement à l'aveugle. Donc en fait, le grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est de prendre des décisions politiques purement arbitraires basées sur rien. Et moi, j'estime qu'avec ce qu'on met dans notre assurance maladie et ce que mettent les citoyens maintenant tous les mois, eh ben, on a droit à de l'information. Et il est temps que dans ce pays, on s'équipe pour une instance indépendante qui soit capable de juger ces questions de néphrologie, oui, non, du nombre d'IRM qu'on ferait, etc., par spécialiste, de trajectoire de soins plus ou moins efficaces. Justement, quelle instance? Ça serait qui? Parce qu'on parle pas effectivement de mettre mettre tout le monde autour de la table, d'avoir un leadership. Les caisses de compensation cantonales ou régionales, ce sera cette caisse de compensation dans laquelle il y aura une gouvernance. Non, mais pas que la caisse, toutes les politiques de santé. Justement, qui prend le lead? Aujourd'hui, on a des instituts académiques, c'est pas les chercheurs qui manquent. Il y a l'Obsan, qui est là aussi pour collecter des données. Il y a l'OFS, l'Office fédéral de la statistique. Il faut alimenter ceux qui Il faut juste obtenir les données. Et aujourd'hui, c'est chasse gardée des assureurs, forcément, parce que derrière, il y a des questions de compensation des risques qui sont plus ou moins difficilement, disons, exposables. Mais il faut trouver ces négociations. Mais dans ce pays, c'est hallucinant de savoir qu'on est incapable d'avoir la moindre donnée sur l'activité médicale ambulatoire. Pas la moindre. C'est quoi? Il n'y a pas d'indicateur qualité on va poser la question sur ce qu'on fait. Antoine Hubert, vous allez être transparent dans l'ARC, vous allez donner les données. Est-ce que vous allez justement jouer le jeu qu'on attend? On n'aura pas le choix puisque ça va être notre seul argument pour séduire des gens. Donc si on ne donne pas, à la différence, peut-être sur le système de forfait ou les... Le problème, il faut que les gens aient le choix. Il faut qu'il y ait une certaine concurrence quelque part pour que les gens puissent dire non, ce système, il ne me plaît pas, je vais dans un autre système. Donc nous, dans ce qu'on est en train de mettre en place dans l'ARC, mais ça va suivre les années suivantes dans d'autres régions, c'est que... Il y a déjà un projet dans le canton de Vaud, à Morges. Alors, il y a d'autres projets qui ne sont pas les nôtres, à Morges et à Genève. Il y a un projet avec Chalère. Philomena Colatrella m'a dit qu'il y avait 15 projets avec la CSS, donc ils étaient impliqués dans 15 projets. Donc, il y a des projets dans ce sens-là. Donc, nous, notre projet, c'est quoi? C'est, au lieu d'être rémunéré à l'acte, on est rémunéré par tête de population dont on a la charge. Donc, les gens qui choisissent... Capitation. Pas full capitation.
Donc, les gens qui choisissent de souscrire à préconisé Aviva, par beaucoup de spécialistes. ça a été prouvé, ça a été étudié. Il y a de la littérature là-dessus et il y a des systèmes qui fonctionnent qu'on peut aller observer. Oui, mais c'est souvent dans la mixité, parce que la capitation pure, c'est pas plus un mantra que la facturation à l'acte. L'intérêt, c'est probablement des modèles mixtes qui font développer. Moi, j'ai été étudier des modèles à l'extérieur, donc j'ai été voir Ribera Salud, par exemple, en Espagne, où là, il y a une caisse unique, c'est l'État qui gère l'assurance, mais au concours, en disant, voilà, il y a une population de 180 000 habitants qui veut prendre en charge cette population. Et là, vous avez des groupes hospitaliers qui font des propositions, qui disent, voilà, nous, on prend cette population à charge. L'exemple, donc, Ribera Salud, ils ont une population de 170 000 personnes à Madrid, dont ils ont la charge. Ils reçoivent 1 000 € par an et par personne, donc ça fait 170 millions. Avec 170 millions, ils doivent faire tourner leur système, c'est-à-dire un hôpital central et des centres médicaux périphériques et un réseau de premier recours. Et la sanction, si les gens ne sont pas contents, si un des 170 000 habitants n'est pas content, il peut aller dans un autre hôpital et c'est Ribera Salud qui doit payer la facture. Est-ce qu'ils ont le droit de choisir? Est-ce qu'ils ont le droit de dire « Ah, vous avez l'air d'être un futur cancéreux, je ne vous prends pas » Non. Ou vous avez l'air d'être peu sevable, je ne vous prends pas. On parle là d'assurance de base. On ne parle pas d'assurance complémentaire. On parle d'assurance de base, donc de solidarité. Tout le monde est admis, il n'y a pas de sélection de risque, etc. Et Ribera Salud fonctionne très bien. Ils reçoivent de l'État un mandat pour 20 ans, ils montent l'infrastructure, ils sont dans 4 ou 5 provinces, ça fonctionne. Il y a en Israël des systèmes J'aimerais juste savoir, Laurent Courte, vous seriez prêt à encourager, à acheter justement ce modèle de l'ARC Sur le plan intellectuel, il a quand même plusieurs faiblesses, de mon point de vue en tout cas aujourd'hui. Maintenant, on verra comment il vit puisqu'il vient d'être autorisé. La première de ces faiblesses, quand même, c'est qu'au fond, pour arriver aux équilibres qu'évoque M. Hubert, encore une fois, intellectuellement, il est vraiment intéressant, ce modèle. Mais pour arriver aux équilibres, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va dire « ça, je fais, et ça, je ne fais pas ». Et ce n'est pas le patient, c'est celui qui fournit la prestation ou c'est l'assureur. En bout d'un moment, si vous devez atteindre les équilibres, vous devez faire des choix. Ces choix, pour moi, c'est des choix qui doivent forcément être discutés démocratiquement et il y a quelqu'un qui doit rendre des comptes et qui doivent être faits sur une base, encore une fois, de choix démocratiques et pas juste dans un coin parce que c'est rentable ou pas rentable de prendre en charge ce patient. Ce problème-là, il n'est pas réglé. Le deuxième, vous êtes sur une petite région. Je termine juste. Vous êtes sur une petite région. Alors laissez-moi corriger. Mais corrigez si vous voulez. La personne, d'abord, la personne qui n'est pas satisfaite, en mois d'octobre l'année suivante, il repart du système. Donc on n'a aucun intérêt à sous-traiter les gens ou à mal les traiter, où on va économiser beaucoup d'argent. Et il suffit de faire des comparaisons internationales. En Suisse, on fait trop de stationnaires. On fait 80%. Vous êtes capable de convaincre aujourd'hui de prestations inutiles, vous allez les convaincre demain que la prestation est inutile pour ne pas la servir. Ce n'est pas qu'ils sont contents, ils ne sont pas contents, il y a une relation particulière, il y a des choix qui sont faits. Pas d'accord avec vous. Bon. Ces choix seront faits. Est-ce que vous allez offrir tout le catalogue, par exemple, des anticancéreux? Est-ce que vous allez offrir tous les médicaments extrêmement chers, les plus onéreux, ou il y aura des choix, des tris qui vont être faits? Il n'y a pas de restriction au catalogue Lamal. Donc, je veux dire, c'est une assurance de base. On sait que les oncologues se battent pour chaque traitement, ils doivent justifier. De base. La différence, c'est qu'on a la gestion du budget, on décide de dessiner les parcours de soins pour les patients, et par exemple, tout ce qu'on peut faire en ambulatoire, on le fait en ambulatoire, parce que là, il y a énormément à récupérer. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a des tarifs ambulatoires qui sont inintéressant, donc personne ne veut faire de l'ambulatoire, et tout le monde fait du stationnaire, y compris les hôpitaux publics. Si vous regardez les projets de construction d'hôpitaux à Bienne, à Zurich, partout, ils construisent pour du stationnaire, alors qu'on sait qu'on peut faire 80% des opérations en ambulatoire. C'est le cas en France, ils font, je crois, 75%, aux États-Unis 80%, on peut le faire. Aujourd'hui, en Suisse, on fait du stationnaire simplement parce que c'est le seul tarif qui est viable et qui permet d'avoir des hôpitaux rentables. Et donc, nous, avec ce système de full capitation, comme on a la vue sur le budget, la gestion du budget, on va faire un maximum de choses en ambulatoire. On va ramener les gens à la maison. On va utiliser les soins à domicile, non pas seulement pour gérer les gens chroniques, les patients chroniques, mais aussi pour aller
préparer le patient avant l'opération, ramener le patient à domicile après l'opération. Parce que mais il n'y a pas que l'hôpital. Mais vous avez raison. l'objectif, c'est de vider l'hôpital. Mais oui, mais non, mais un système de santé, c'est même pas un patient sur 1000 sur 3 mois qui a besoin de l'hôpital. Et puis on ne parle que de l'hôpital. Ça m'agace. On a 1 400 000 hospitalisations par an. Mais alors, il faudrait parler de quoi? 1 400 000. Vous allez faire des marges. Et ça, c'est tant mieux. Stéphanie Monod, on devrait parler de quoi, justement? C'est pas 1 400 000 de patients différents. Non, mais il y a des patients différents. Mais ce patient, on pourrait le traiter à domicile. Parler de quoi? Ce que je voudrais avec une bonne dire par rapport à Ribera Salud, et vous avez raison, mais ça, précisément, c'est des modèles visionnaires en termes d'État qui s'adressent et qui s'intéressent à leur population et qui, dans ce contexte-là, ont fait des années de négociations avec les médecins qui sont passés en salariés, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et négociations sur des trajectoires, sur des questions qualité. Donc il y a eu une réflexion globale et à un moment donné, effectivement, il y a un arbitrage étatique de dire on peut se payer tant comme budget dans un système comme celui-là. C'est pas juste un système privé qui va travailler avec des gens qui seront pas forcément dans votre modèle. Ou pas. Parce que je pense qu'il faut. Disons, laisse finir Stéphanie Monod et ensuite Mauro Poggia. Oui, mais si vous prenez Kaiser, évidemment, il y a un tel volume aux États-Unis de patients tel possible, c'est autrement. Mais Ribera Salud, c'est effectivement un très bon exemple, et c'est tant mieux si on arrive là-dedans. Mais il va falloir, disons, être transparent sur ces questions de qualité et s'intéresser au-delà de l'hôpital, parce que le petit transfert qu'on va pouvoir faire dans le réseau sur l'ambulatoire, ok, mais les enjeux, c'est les soins primaires. Je rappelle encore ici, ça n'a pas été dit, mais on peine à trouver des professionnels de soins. Dans les EMS, on n'arrive plus à recruter, on est obligé d'engager des assistants en pharmacie pour vous donner les médicaments. Cet arbitrage-là des soins de premier recours, on n'en parle jamais dans ce débat en Suisse, parce que justement, il est très politisé, parce que justement, il est très libéral et qu'on s'intéresse qu'à ces zones de très haut rendement. Mais un système de santé, j'insiste, c'est de la promotion de santé, c'est de la prévention d'abord, et c'est de la question... C'est ce qu'on fait dans l'ARC. Plus de 50% des médecins... Monsieur Poggia va nous faire une attaque. D'abord, bravo. Je pense qu'on a besoin Oui. de personnes comme vous qui viennent avec des réflexions. C'est ça la concurrence, c'est de voir si quelqu'un avec un autre modèle peut faire mieux. C'est pour ça que moi je deviens fou quand on dit mais laissez les cantons qui veulent essayer d'appliquer la malle autrement le faire, et qu'on nous dit non, les mêmes qui sont pour la concurrence. Laissez-nous essayer et ensuite vous comparerez. Bravo de venir avec des idées nouvelles, mais vous êtes en train de nous dire qu'on peut faire de la qualité plus économique sans toucher à la qualité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette qualité, elle est là, je pense, en grande partie. Pour autant qu'on la mesure. Ouais, pour autant qu'on la mesure, mais vous connaissez aussi tout ce mouvement qui dit la smart medicine, voilà, more is less, ça veut dire vous faites plus, mais finalement c'est moins au niveau de la qualité. Less is more. Less is more, pardon, excusez-moi, less is more. Mais more is less aussi. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, il y a des actes inutiles qui se font, parce qu'on récompense celui qui multiplie les actes inutiles, au lieu de celui qui en fait un qui est si bon. Ok, alors on fait quoi? On doit changer les lois, et qui doit le faire? Mais il faut un pilote dans cet avion, vous comprenez? Mais qui? Il n'y a pas besoin de changer les lois, on le fait sans changer les lois, sans faire appel oui, on le fait sans faire appel. Attendez, l'un après l'autre. Si vous me permettez, puisque Monsieur on avait dit qu'on l'évoquerait, donc j'aimerais quand même qu'on puisse le dire. Il y a les acquis de l'Allemagne, je les ai évoqués tout à l'heure. Il y a cet espace qui doit être régulé. Et à mon avis, quand on a des gouvernements en Suisse, ils sont là pour gouverner, il faut leur donner le pouvoir de le faire. Ils ne sont peut-être pas seuls à pouvoir prendre des décisions, mais ils doivent pouvoir avoir un champ quand même sur lequel ils gouvernent pour régler des questions de marge, de tarifs, de rémunération, de priorisation des moyens, dans le sens de ce que disait Mme Monod. Puis on a un troisième volet qu'il faut quand même aborder, même si on le fait très rapidement. On a une population de 80 ans et plus qui va doubler. Dans l'AVS, quand on a le double de rentiers, on dit comment on finance. Dans la santé, quand on a le double de personnes qui vont solliciter les soins, on augmente les prix. On dit comment on fait pour faire des économies. Mais c'est juste pas crédible. On a un problème de financement d'une génération qui va doubler en sollicitant des soins. On sait que c'est dans ces âges-là. Et moi, je pense qu'on doit vraiment commencer à avoir une question en disant, entre les primes et les impôts cantonaux, on n'arrivera pas à financer ce doublement. Il faut une ligne supplémentaire de financement pour le 4e âge. Et comment alors? Parce qu'en plus, il y a les médicaments très très chers qui vont arriver sur le marché avec l'Alzheimer. Ça peut être d'autres choses. Pour le 4e âge, on n'est plus dans une logique d'assurance. Et là-dessus, on va peut-être se retrouver avec M. Hubert. Quand on a une logique d'assurance, on est dans une logique où on a un risque, on essaie de le limiter, et s'il arrive, on est couvert.
Sauf qu'à partir de 85 ans, c'est plus un risque, c'est une certitude de solliciter le système de soins. Le médecin, l'infirmière à domicile, les médicaments, le séjour hospitalier pour les malades chroniques, c'est une certitude. Et donc on doit régler ça comme la vieillesse, avec une certitude de verser des montants qui sont nécessaires. Et comme on aura le double de population, il faudra le double de financement pour ces prestations essentielles. Ce pays n'a pas réglé la question de la génération du baby-boom qui arrive aujourd'hui dans les âges où il va solliciter le système de soins. Et il nous faut un financement, une organisation ad hoc. Moi, je préconise qu'on sorte ça du système de paiement par prime, qui déchargera beaucoup les assurés qui resteront dans une logique d'assurance. Les assurances continueront de gérer ça et qu'on gère le quatrième âge comme une vraie assurance avec sociale l'impôt de type AVS, ou avec la TVA, ou des taxes affectées. affectées. On a toute une série d'activités humaines qui génèrent des problèmes de santé. Ouais. On a des taxes carburant, des taxes CO2, peut-être demain, j'espère, une taxe sur le sucre ajouté. Eh bien, ces taxes doivent servir précisément à prendre en charge ces coûts qui ne peuvent pas être supportés par la solidarité intergénérationnelle. On ne peut pas dire à un couple de 35 ans qui a 2 enfants qu'ils doivent payer pour des personnes qui ont 85 ans et qui ont des problèmes de santé qui sont liés à l'âge. Surtout avec l'arrivée sur le marché des médicaments contre Alzheimer qui sont annoncés extrêmement onéreux. On va devoir conclure, ça sera pour vous, Stéphane Meyer-Hans. Justement, qu'est-ce qu'on doit faire très rapidement, tout de suite, voire pour l'année prochaine? Est-ce qu'on doit suivre les recommandations de moratoire, voire ne pas payer nos primes? Ou bien, et puis plus généralement, qui doit prendre le lead de ces réformes que tout le monde semble appeler de ses voeux? Alors moi, je suis convaincu que déjà, premièrement, il faut naviguer dans le système qu'on a aujourd'hui. Et pour les autres plans, évidemment, c'est très bien quand on y réfléchit, mais c'est pas pour demain, c'est plutôt pour après-demain. Naviguer dans le système tel qu'on l'a aujourd'hui, ça signifie mettre en vigueur toutes les optimisations du système qui sont sur la table depuis des années. Moi, j'étais membre d'une commission d'experts, 38 propositions en 2017. Presque rien mis en vigueur. Donc, c'est tout simplement prendre ce livre Betty Bossi, passer à l'acte et mettre le cake au four afin qu'on puisse réaliser déjà les épargnes qui sont prêts à être réalisées. Et moratoire sur les primes? Ah non, pour ça, il faudrait du droit d'urgence. On a eu extrêmement beaucoup de droits d'urgence pour le moment. Je crois qu'il faut interpréter ça plutôt comme justement un cri d'alarme et peut-être une indication à justement prendre les recettes qui sont les mesures qu'il faut prendre maintenant, avant qu'il soit trop tard et qu'il y ait une dissidence de la part de la population, notamment de la classe moyenne. Donc ça sera... Et si on fait un moratoire, il faudra désigner le troisième payeur. Voilà, ça sera donc les mots de la fin de ce point consacré justement à nos augmentations de primes et aux crises qui vont avec. Merci infiniment à nos invités et à notre invité d'avoir été avec nous et à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, ce sera Gilles Kepel qui sera notre grand invité pour parler cohabitation avec l'islam notamment. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.